Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pepi Escobar, analyste géopolitique indépendant qui a écrit notamment pour l'Asia Times, Russia Today, Sputnik, Counterpunch, Strategic Culture Foundation, Telesur et Il Giornale. Pepi, bonjour. Bonjour. Bonjour everybody. Hi everybody. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Nous allons évoquer la situation au Brésil, notamment autour de la présidente Dilma Rousseff, contre laquelle est actuellement en cours une procédure de destitution. Pépi, de quoi la présidente est-elle accusée exactement? C'est une très longue histoire. D'abord, je ne couvre pas le Brésil, je couvre surtout la Chine et la Russie. Et les BRICS, ça veut dire la politique extérieure du Brésil. Par hasard, les jours où Lula a été arrêté, j'étais à São Paulo, les jours même. Ils m'ont éveillé à 7 heures du mat, je regarde la télé, j'allume la télé et je vois un spectacle absolument hallucinant et insolite surtout. J'accompagnais toute cette opération Lava Jato, car wash en anglais. Comment vous l'appelez en français? En général, on parle d'opération main propre. C'est plus idiomatique. Oui, elle est pas vraiment... Oui, Karcher, c'est mieux. Elle n'est pas vraiment main propre. Elle est inspirée dans les Manipuliti, les mains propres italiens des années 90. Mais elle a été complètement détournée par un juge provincial d'un petit État au sud du Brésil, très puissant en agrobusiness surtout. C'était un juge qui n'avait pas une projection nationale, mais il a été choisi à l'œil par nos amis de l'Empire du Nord. Et ça, c'est toute l'histoire du début de l'opération Karcher. Pourquoi il y a eu une opération Karcher? Parce qu'il y a eu d'abord l'espionnage de la NSA américaine, the National Security Agency, sur Petrobras, que c'est la plus grande compagnie brésilienne, c'est presque 20% du PIB du Brésil, une des grandes de pétrole et d'énergie internationale. Et c'est vrai, les systèmes politiques brésiliens étaient toujours extrêmement corrompus. Ça veut dire, c'est un héritage des élites brésiliennes qui sont des élites arrogantes, ignorantes, sclavagistes, intolérantes et qui s'y autodésignaient comme les conducteurs du destin du pays. Et ça depuis 400 ans et surtout les 200 dernières années, dès l'arrivée de la cour de Portugal au Brésil au début du 19e siècle. Alors c'est une longue histoire de domination et c'est, on peut dire, entre 50 et 120 familles surtout, des riches propriétaires de latifundios, comme on dit, propriétaires ruraux, et quelques-unes qui sont en train de l'industrialisation, 4 familles qui contrôlent les médias, surtout 90% des médias du Brésil. Ils se considèrent vraiment les seigneurs du Brésil. Et c'est ce qui s'est passé dès le premier gouvernement Lula. On a eu 2 gouvernements Lula, Dilma phase première et on est au milieu de Dilma phase 2. Il y a eu pour la première fois les pauvres du Brésil, les exclus, les prolétariats brésiliens urbains et une bonne partie du campésinat au Brésil. Pour la première fois, ils ont accédé à la classe moyenne, même si ce n'était pas une haute classe moyenne, au moins à la classe moyenne. Ils sont devenus consommateurs et ils étaient reconnus comme citoyens avec des pleins droits. Et, par exemple, ils ont acheté sa première maison, ils ont acheté sa première télé digitale, ils ont voyagé en Europe, aux États-Unis pour la première fois dans leur vie. Ça, comparé avec tout ce tous les passés inégaux du Brésil, c'était énorme. Et on parle au moins de 40 millions de personnes, avec, si on compte toutes les familles et tout ça, 56-60 millions de personnes. Les Brésil profonds, on pourrait le dire, qui est accédé à la société de consommation, ils étaient reconnus comme citoyens. Ça, pour les élites du Brésil, c'était absolument impensable. Impensable. Et ils ont perdu 4 élections présidentielles, une après l'autre. Même avant la dernière, c'était la fin de 2014, où Dilma était réélue,
il y avait déjà un mouvement de déstabilisation de Dilma II. C'est ce qu'on, surtout les dernières 18 mois, c'est ce qu'on a vu. Tout ça avait démarré même avant la fin 2014 avec l'espionnage de la NSA, qui était dénoncé par Snowden, était dénoncé par Wikileaks. Alors tout le monde le savait. Les Brésiliens et tout le monde déjà qui suivait Wikileaks savaient déjà de l'espionnage, non seulement de Petrobras, comme du gouvernement brésilien et même du portable de Dilma Rousseff. Comme on l'a vu en Europe avec les présidents français, la chancelière allemande, etc. Absolument, absolument. Et bien sûr, pourquoi Petrobras? Le plus important, et ça, on revient toujours au fameux « It's the oil, stupid ». Justement, parce que Petrobras, avec une technologie qu'ils ont développée eux-mêmes, technologie indigène, pour la première fois au monde, ils ont découvert, c'était la plus grande découverte de pétrole du XXIe siècle jusqu'à maintenant, que c'est les pre-salt, les pré-salt deposits de la côte sud-est du Brésil atlantique. Et Lula, quand il était encore, c'était à la fin de Lula II, il avait organisé l'exploitation de toutes ces fabuleuses réserves à un monopole à Petrobras. Et Petrobras, après, il pouvait faire des accords d'exploitation avec des compagnies étrangères. Mais les monopoles d'exploitation, la découverte, c'était Petrobras, l'exploitation et la rentabilité après, c'était le monopole de Petrobras. Ça, pour les big oil américains aussi, c'était anathème absolu. D'où l'espionnage inside Petrobras. Alors, comment tout ça s'est développé à Opération Karcher, que c'est la fille bâtarde de toute cette histoire. Ils avaient besoin de choisir un système, une partie du système judiciaire brésilien pliable aux intérêts internationaux. Internationaux, non, surtout américains. Et ils ont trouvé justement un petit juge dans un État au sud, Paraná, qui avait été déjà contacté, non, il avait déjà fait un stage au département d'État aux États-Unis. Il était déjà dans leur feuille de contact, c'est ce qu'on appelle assets en anglais. Voilà, il était déjà un asset. Et d'un jour à l'autre, ce juge se confronte avec une quantité inouïe d'informations sur tout ce qui s'est passé au plus haut rang de Petrobras. C'est incroyable. Par lui-même et avec ses sources, les sources qu'il avait au Brésil. Par exemple, une des sources était un mec qui faisait du black market avec les dollars. Ces mecs-là, jamais il y aurait ce genre d'informations détaillées sur ce qui s'est passé à Petrobras. Alors, l'origine de l'opération Karcher, c'était NSA. Et ces mecs du black market, justement, c'était le cover pour toute l'opération. Une couverture. Une couverture, justement. Alors, tout ça, ça a été à peu près il y a 2 ans. Alors, tout l'objectif de l'opération Karcher, c'était de démonter ce que le procureur ont qualifié comme une cellule criminelle au sein de Petrobras. Et cette cellule, c'était des éléments de la direction de Petrobras, bien sûr, des directeurs et des hautes exécutifs de compagnies de construction au Brésil et des politiciens brésiliens, surtout du Parti des travailleurs. Mais, dans tous ces systèmes qui, c'est vrai, il existait, il y avait aussi des politiciens de tous les partis brésiliens. Parce que c'est normal au Brésil, parce qu'au Brésil, au contraire des États-Unis, il n'y a pas l'institution du lobbying politique. Par exemple, on a K Street à Washington où tous les lobbyistes de la planète sont là pour faire du lobbying au Congrès et au Sénat américain. Et tout ça est à peu près légalisé, contrôlé et toléré. Donc le parti des travailleurs, c'est le parti de la présidente, c'est ça? Oui, c'est le parti des travailleurs, le parti de la présidence, mais ils sont en coalition avec des autres partis. Et l'autre grand parti des coalitions, c'est un parti physiologiquement des centres et très corrupt aussi, que c'est le PMDB,
qui c'est un parti de ruralistes, des gens de l'industrie du sud-est, du sud du Brésil, des grandes familles, une partie des élites aussi. C'est les partis héritiers de partis qui étaient les seuls partis à tolérer pendant l'époque de la dictature militaire au Brésil. Et c'est ça le problème, parce que alors on a deux problèmes dans tout ça. C'est le problème du PT un soir, qui c'est l'absence des cadres de haut niveau, et le fait qu'ils ont fait une alliance avec un parti absolument dégueulasse en termes de corruption interne, en termes de faire des deals, de faire des négociations souterraines très douteuses et très corrompues. Et il faisait partie du gouvernement. C'est le parti de ces vice-présidents qui certainement va prendre la place de Dilma après l'impeachment. Qui s'appelle? Il s'appelle Temer. Temer, c'est un politique physiologique. C'est genre de mec, un équivalent, c'est ces politiciens qui restent toujours à Paris ou qui restent toujours à Washington pour faire des combines. Ça, c'est l'équivalent brésilien. C'est Temer, justement. Il n'a aucune expression nationale. Il était toujours dans l'ombre. Son niveau d'approbation, pour vous dire maintenant, c'est 1%. 1%. Ils ont fait déjà 3 ou 4 enquêtes nationales et il dépasse pas il arrive presque aux 2%, mais c'est ça. Ça veut dire, s'il y a un gouvernement Temer, et ça c'est très possible les prochains jours, c'est j'ai déjà appelé un walking dead gouvernement, complètement. Et comment ils vont gouverner, c'est pratiquement impossible. Surtout parce qu'il y aura des manifestations presque toutes les semaines au Brésil. Mais ça, c'est une autre histoire. On était sur Karcher. Comment Karcher a développé? Alors, ces juges provinciaux, avec un team de procureurs régionaux et quelques procureurs nationaux aussi, ils ont identifié quelques nœuds forts sur Petrobras. Ils ont fait la connexion Petrobras et les compagnies de construction. Ils ont indicié beaucoup de gens, mis à examen beaucoup de gens. Et quelqu'un a été arrêté, justement, inclus les directeurs d'une des plus grosses compagnies de construction au Brésil, que c'est un équivalent brésilien de Bouygues, pour vous donner une idée, que c'est Odebrecht. C'est une énorme compagnie, très présente en Afrique, au Moyen-Orient. C'est un de fleurons de l'industrie brésilienne internationale. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on trouve Petrobras et on trouve Odebrecht dans les mêmes paniers. Sont deux compagnies nationales indigènes très fortes et de présence globale, et elles sont justement visées dans toute cette investigation. C'est pas par hasard non plus. Du point de vue bien sûr, des intérêts impérial. Et les intérêts impériaux, c'est toute l'histoire de comment on va contrecarrer les BRICS. Et ça, c'est le plus important de tout ça. Les BRICS, bien sûr, vous le savez, c'est Brésil, Russie, la Chine, Inde et Afrique du Sud, qui c'est l'organisation qui contrecarre, on peut dire, l'hégémonie OTAN partout dans le monde. Et surtout très forte la Chine. Chine et Brésil, les relations sont très très fortes parce que les premiers marchés maintenant du Brésil, d'après, ça fait quoi, 5 ou 6 ans, c'est déjà la Chine. Avant, c'était les États-Unis, maintenant, c'est la Chine. La parcerie stratégique Russie-Chine. Le fait que le Brésil et la Russie aussi, surtout les dernières années, ils ont approfondi leurs relations d'une façon inimaginable il y a 10 ans, disons. Et tout ça pour les États-Unis, c'est anathème absolu. Mais alors comment cette opération Karcher finit par aboutir sur une procédure de destitution? Justement, et c'est ça que c'est très difficile d'expliquer ça partout dans le monde. Et j'ai des demandes de partout, des Européens, des Canadiens, des Américains, les gens en Asie et tout ça. Et c'est très compliqué d'expliquer ça en 5 minutes. Parce qu'il n'a aucune relation entre cette investigation et les processus d'impeachment qui va, les dénouements au Sénat maintenant. L'objectif, la hidden agenda, l'agenda occulte de Karcher dès le début, c'était les deux personnages clés, c'était Dilma et Lula.
Alors, ils n'ont rien trouvé sur Lula, 2 ans d'investigation, rien. Ils ont trouvé un petit appartement au bord de la mer près de São Paulo qui n'était pas à lui du tout. Ils ont trouvé un petit ranch à l'intérieur de l'État de São Paulo aussi qui n'était pas à lui du tout, et ça c'était prouvé. Et voilà, c'est tout. Aucun indice de corruption directe ou même indirecte. Et Dilma non plus. Dilma, on peut l'attaquer comme disons, en termes d'économie et de politique, elle est nulle, pour vous dire directement. Elle n'est pas diplomate du tout. Elle n'a pas la capacité de leadership que Lula avait avant. Économiquement, elle s'est autodéfinie comme économiste, mais elle est absolument dégueulasse. Sa politique économique, à la fin, elle était aussi dégueulasse qu'elle était obligée de faire un choc néolibéral. Alors, ça veut dire qu'elle avait déjà aliéné toutes les classes populaires après 4-5 ans, à peu près 4 ans et demi, 5 ans de mandat. Et pour remédier ça, elle a mis un ministre des Finances qui était un néolibéral, elle a fait un choc néolibéral, et la situation économique du Brésil est encore pire qu'il y était il y a 2 ans. C'est pas très cohérent avec la ligne de son parti. Du tout. Ça veut dire elle a aliéné la base, elle a aliéné toute la base collective de la gauche au Brésil, et en plus, en termes de organiser l'économie, c'était un désastre absolu. Pourquoi? Parce qu'elle n'écoute pas. Et ça, justement, mes meilleurs contacts à São Paulo, Brésil, me disent tout le temps. Toutes ces réunions, elle n'écoute pas. Elle arrive déjà avec ses décisions. Il n'a pas comme Lula faisait avant. Lula, c'était modus operandi d'un négociateur né et qui écoute les gens tout le temps. Et après, il prend une décision. Mais avant, il a toujours un système de débat, il a un système collectif d'entendre toutes les opinions, surtout les opinions en clash. Et Dilma, c'est exactement l'opposé. Et alors, elle a payé très cher pour tout ça. Alors, elle n'était pas préparée pour être présidente, numéro 1. 2, c'était une énorme erreur de Lula de la choisir. Et ça, maintenant, dans les leaderships du PT, ils sont déjà en train de faire l'examen et dire, ouf, mais c'est trop tard. OK, quel est le nexus entre Karcher et l'impeachment? Il n'y a pas. Et c'est ça le problème, parce que Karcher, ils ont cru trouver les liens avec cette histoire de l'appartement et de ranch de Lula. Ça fait à peu près 2 mois, ça. Les fameux épisodes où Lula a été arrêté à 6 heures du mat chez lui et mené dans une cellule à l'aéroport municipal de São Paulo. Il était sous interrogation pendant 4 heures, en train de répondre les mêmes questions qu'il avait déjà répondues. Et c'était une tentative, et ça, on a su après. C'était une tentative de les mettre dans un avion privé et les mener dans cet État au sud du Brésil et les mettre en tôle. Comme ça. C'était une tentative de coup d'État. Et à la dernière minute, il y avait des militaires de l'aéronautique du Brésil à l'aéroport de São Paulo. Ils ont regardé la situation, ils ont vu le jet privé, ils ont vu la connexion jet privé, la salle d'interrogation. Ils ont dit non, il faut aborter ça immédiatement. Et ça, c'est extrêmement grave. Bien sûr, ça, on va pas jamais lire dans les médias hégémoniques au Brésil. Ça, on a trouvé cette histoire seulement dans des petits blogs indépendants. Très, très bien. L'Internet indépendant au Brésil, c'est une des plus fortes du monde. C'est un niveau journalistique, c'est hyper haut niveau, difficile de trouver même en Europe. Et ça, alors on connaît toutes les histoires derrière Karcher et derrière l'histoire de l'impeachment due à ce journalisme indépendant sur le net au Brésil. Est-ce que vous avez quelques noms de sites comme ça? Oui, je peux vous donner plusieurs noms de sites. Bien sûr, tous en portugais. Brasil 247, Brasil 247. Diário do Centro do Mundo, ça veut dire les diaires du centre du monde, les journal du centre du monde. Il y a un autre blog qui s'appelle Vie au Mundo, Je vu le monde. Il y a GNN, je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire en portugais, mais c'est GNN. Et j'ai un ami qui est un des meilleurs journalistes économiques du Brésil, Luiz Nassif. Il a une colonne qui, presque tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine, il fait un découpage, un détail de tout ce qui se passe dans les coulisses.
Il a un énorme portal qui s'appelle Carta Maior, ça veut dire lettre majeure, disons. Oui, Carta Maior. Il y a un magasin, il a un hebdomadaire qui s'appelle Carta Capital. C'est un ami qui est le directeur, c'est un journaliste italien, brésilien, excellent. Ça veut dire on trouve les infos au Brésil. Le problème, c'est que les classes moyennes et la haute classe moyenne, et bien sûr les élites, ils lisent ou ils accompagnent seulement la mainstream media. Ça veut dire les équivalents brésiliens du Figaro, TF1, tout ça. Ça veut dire 3 journaux, 3 quotidiens, 2 à São Paulo, 1 à Rio, des hebdomadaires, deux hebdomadaires édités à São Paulo aussi, et la TV Globo, la télé Globo, qui c'est un des plus gros empires médiatiques de la planète. Après les 3 américaines, c'est le 4e plus puissant empire médiatique du globe. Alors ça, c'est dur. Et ça, à combattre, c'est très compliqué. Ouais, on a un peu le même problème en France. Oui, absolument. Oui. Mais c'est beaucoup plus... Par rapport à TF1 en France, la Globo au Brésil, c'est 20-50 fois plus puissant. En termes de dominer l'opinion publique, par exemple, l'heure 20h, c'est regardé tous les jours par au moins 50-60 millions de personnes avec famille et tout ça. Ça fait 60-70% de la population du pays. Et dans les pays au Brésil profond, c'est ça. La source d'infos, c'est OK, on va allumer les 20h. Et c'est terrible. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent l'exploitation des droits de foot. Ils ont un canal de 24 heures de news qui avant était très bien, mais surtout les 2 dernières années avec Kracher est devenu un porte-parole direct de tous les gens pro-impeachment. Déjà, basiquement, les regime change people. Hein? Les gens favorables au changement de régime. Voilà. Mais pourtant, la Chambre basse du Brésil vient de se prononcer pour la destitution de la présidente. Oui. Quelle est la base légale de cette décision ? Justement, la base légale, et si on examine en détail la base légale, sont 5 décrets que Dilma a passés, Dilma 2, parce qu'ils ne peuvent pas entamer une procédure relative à Dilma 1 légalement, seulement Dilma 2. Ça veut dire le dernier 16-17 mois. Son dernier mandat, quoi. Son dernier mandat, justement. Et elle a passé 5 décrets où les termes brésiliens pour ça, c'est qu'elle a fait un dribbling, comme un dribbling en foot. Un dribble, oui. Justement, comme un dribbling en foot les finances, du budget de l'État. Et ça, c'est pas vrai du tout. Parce que 4 de ces soi-disant décrets, ils n'étaient pas des décrets du tout, ils étaient annoncés. Ça veut dire, elle a pas fait un maquillage des comptes de budget. Elle a comptabilisé des revenus futurs dans les budgets de l'année. Et ça, c'est une chose que dans tous les pays européens, ils font ça. Obama a déjà fait ça, au moins tous les années, sinon tous les années. Bush faisait ça tout le temps avec le déficit monstre américain. Alors ça, c'est normal dans tout le monde occidental. Mais c'était le prétexte pour lancer la procédure d'impeachment dans le Congrès après le Sénat. Et le mec qui a déclenché tout ça, et ça c'est le côté ubuesque et kafkien de toute l'histoire, c'est les politiciens peut-être plus corrompus de tout le Brésil, qui vient d'être impugné finalement par la Cour suprême. Il était déjà accusé d'avoir 11 comptes illégaux en Suisse. Il était déjà mentionné aux Panama Papers. Il était déjà indicié par la Cour suprême pour une affaire d'un kickback de 5 millions de dollars. C'est Eduardo Cunha, c'est ça? C'est Eduardo Cunha, justement. Et bien sûr, c'est lui qui a organisé tout ça au Congrès parce qu'il domine une bonne partie du Congrès du Brésil parce qu'il est l'organisateur d'un système de financement des campagnes politiques absolument inégal. C'est lui. C'est le roi du financement des campagnes. Et comme tout ça au Brésil n'est pas réglé du tout, ça veut dire des contributions viennent de tout ce qu'on peut imaginer. Et tous ces congressmen, membres du Parlement, sont directement... ils les contrôlent.
directement ou indirectement. Alors, il savait qu'il y avait the numbers, les numéros de vote suffisants pour faire passer ça. Et bien sûr, tout s'était organisé. Il est du même parti du vice-président Temer. Alors, cette alliance Cunha-Temer, c'est l'alliance de l'impeachment. Et ça n'a rien à voir avec Karcher parce que Cunha était déjà sous le viseur de Karcher. Temer, c'est Dilma est accusé par Karcher, Temer aussi parce qu'il était le vice-président. Ça veut dire qu'il était au courant de tout. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à un même résultat au Sénat? Oui, il faut s'attendre au même résultat parce qu'ils ont les numéros de vote suffisants au Sénat. Ça veut dire Dilma va être mis hors de jeu pendant 180 jours. Et pendant ces 180 jours, théoriquement, le Sénat va débattre la motion de impeachment. Mais tout ça, comme c'est le Brésil, c'est les pays de carnaval. Tous ces stéréotypes du Brésil s'appliquent. Carnaval, football, combine et tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tu imagines 180 jours qu'au Brésil, c'est plus qu'une éternité. Vous savez, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Un, c'est la impopularité de soi-disant gouvernement intérim Temer. Deux, qu'est-ce que la Cour suprême va faire? Parce qu'elle a besoin de mettre en tôle Cunha, mettre en tôle, parce qu'il est déjà, pour lui, c'est soleil carré déjà, et ça fait longtemps. Bon. Est-ce qu'ils vont oser le faire? Parce que jusqu'à maintenant, l'argumentation de la Cour suprême, non, on ne peut pas interférer sur le législatif, parce qu'on est le judiciaire. Le problème, c'est que les judiciaires législatifs au Brésil, ils sont très, très politisés. Ça veut dire il y a des membres de la Cour suprême qui sont ouvertement pro-impeachment, ou anti-Lula, ou anti-Dilma, ou anti-PT. Et ça, c'est directement, live, on TV. Et alors, cette séparation des pouvoirs au Brésil, elle ne s'applique plus. Et c'est ça le problème, parce que les gens qui ont organisé les coups, qui sont associés aux gens qui ont organisé Karcher, les deux objectifs sont écarter Dilma, écarter Lula, ça veut dire écarter la leadership de PT, et criminaliser les PT comme un parti corrupt, ça veut dire les criminaliser et les éloigner d'aucune possibilité d'un succès électoral à partir de maintenant. Alors c'est un projet très complexe et très long terme. Donc pour l'éloignement de Dilma, ça a l'air d'être plutôt bien parti, mais pour Lula? Exactement, c'est bien parti du point de vue d'éloigner Dilma, absolument. Et ça dépend justement de ce fameux 180 jours d'analyse du mérite de la question. Il y a déjà par exemple, la Cour suprême au Brésil est très divisée. On peut à peu près dire qu'ils sont à peu près divisés entre trouver les mérites de la question appropriée et il y a une partie qui n'a même pas évalué les mérites de la question. Et s'ils le font, ils vont immédiatement conclure que c'est complètement bidon, l'histoire. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que la Cour suprême est déjà hyper politisée. C'est comme la Cour suprême aux États-Unis, la même chose. Disons, si elle était plutôt républicaine pendant Bush, maintenant c'est la même chose. Elle est plutôt pro-impeachment au Brésil. La réaction populaire, très important. S'il y a des manifestations monstres à partir de ces mini-impeachment de Dilma après le Sénat, s'il y a une espèce de coalition de toutes les forces de la gauche au Brésil, ça serait impossible de gouverner le pays. Et ça, Temer va voir dans sa première semaine comme soi-disant président. Troisième chose aussi, c'est la possibilité qu'il y a une alliance entre les partis de Temer et Cunha, les PMDB, et les ex-social-démocrates convertis en néolibéral, que c'est les partis PSDB, d'où l'ex-président Cardoso, un grand admirateur de la France, toujours, et de Tony Blair aussi, en même temps, et de Bill Clinton. Très copain avec Blair et Clinton, un Cardoso, ça veut dire son agenda, c'est l'agenda de Clinton et Blair. Alors, on connaît déjà qu'est-ce qu'il veut faire avec le Brésil.
et surtout anti-BRICS complètement, anti-Russie et Chine surtout. Ça veut dire, s'il y a cette alliance et ces gouvernements thèmes arrivent à au moins stabiliser l'horreur du Brésil maintenant, parce que c'est une paralysation, une polarisation totale, économique, politique, business, banque, tout. Il n'a pas de prêts, il n'a pas d'investissement, il n'a rien. Le pays est complètement paralysé et cloué à la télé et en train d'accompagner Karcher et l'impeachment. S'il y a un minimum de succès au moins de par exemple, baisser l'inflation, disons, et alors ça crée un énorme problème pour les forces progressistes au Brésil parce que les classes moyennes et même une partie des forces de gauche vont dire au moins le pays maintenant est stabilisé. Je ne crois pas que ça va se passer comme ça, mais il faut toujours garder ce scénario. Et l'autre élément très important, c'est jusqu'à quel point Karcher va arriver en termes d'essayer de criminaliser Lula. Parce qu'ils ont essayé au moins 2 fois et ils n'ont pas arrivé, mais ce n'est pas fini du tout. Parce que ça, c'est l'objectif numéro 1. Parce qu'ils savent aussi, et tout le monde le sait au Brésil, et toutes les enquêtes prouvent déjà, s'il y a une élection en 2018 et Lula est là, il va gagner. Il va se classifier au premier tour et au deuxième tour, c'est à lui. Parce qu'il a tout. Il connaît tous les pays, il a toute la base partout. Il lui faut seulement régimenter ses bases, faire une purge au top du PT, parce qu'il y a une énorme corruption dans tous les rangs de PT, en fait. S'il arrive à faire ça, et il a 2 ans pour faire ça, ça va marcher. Ça va marcher pour lui. Et c'est ça le problème des élites du Brésil. Ils ont fait tout ça pour criminaliser les PT, pour noyer Lula. Et à la fin, on peut voir absolument l'inverse. Les retours de Lula en 2018. Alors, et ils ont tout essayé, comme je vous avais dit dès le début. Avant la victoire de Dilma, à fin 2014, ces processus étaient déjà déclenchés. Alors, il y a l'élément brésilien interne, que c'est la vengeance des élites contre les PT et surtout contre la figure de Lula. Et l'élément externe, c'est super important, que c'est casser un des BRICS, mais d'une fois pour toutes. Ça veut dire casser la relation Brésil-Chine, casser la relation Brésil-Russie, éliminer le Brésil de BRICS en termes de la banque de développement de BRICS, tous les summits annuels où les sommets annuels où le Brésil, la Russie et la Chine sont toujours ils s'entendent très très bien. Dès les sommets qui étaient au Brésil, les sommets Yekaterinbourg en Russie, tout ça. Ça veut dire l'entendement de Poutine, Dilma et Xi Jinping, pour dire directement, il est très très bien à niveau international. Pour l'instant, il n'y a pas d'interférence directe. Ça, les gens me demandent ça tout le temps. Et pourquoi les Russes et les Chinois, ils font rien avec tout ce qu'est-ce qui se passe au Brésil? Ils peuvent pas pour l'instant. Parce qu'on n'a pas un fait défini, ça veut dire la Dilma écartée. S'il y a Dilma écartée pendant 180 jours, elle va faire une tour globale, elle va expliquer à tous les chefs elle va venir ici, elle va venir en Europe expliquer les mécanismes de l'impeachment et du coup. Elle va parler avec les Russes et les Chinois aussi. Les prochains sommets de BRICS, absolument, même si elle n'est pas là, mais ça va être un thème de conversation. Alors, ça veut dire, ils ont une attitude pour l'instant de wait and see. On va attendre qu'est-ce qui va se passer. Mais le jeu des élites, on appelle les comprador elites, les élites locales au Brésil, alliées avec les grands intérêts américains. L'ambassadrice américaine au Brésil maintenant, elle était au Paraguay à l'époque du coup contre Fernando Lugo au Paraguay. Et c'est une ambassadrice qui a toujours défendu contrôler la Cour suprême, c'est toujours très très bien pour nos objectifs. Et c'est exactement ce qui se passe au Brésil. Ils sont en train, les pro-impeachment, ils sont en train de contrôler une bonne partie de la Cour suprême aussi, politiser la Cour suprême. Alors tous les processus sont politisés. Les 3 pouvoirs, bien sûr, et c'est ce qu'ils veulent au Brésil, c'est surtout aligner les législatifs, les exécutifs, les judiciaires et les grands médias sur une même plateforme
et avoir une espèce de parlementarisme à la brésilienne et à peu près s'écarter des résultats des élections. Le présidentialisme, non, on a le parlementarisme, un premier ministre, et on va contrôler ces élections pour premier ministre, et on peut se perpétuer dans le pouvoir. Ça, c'est l'agenda à long terme des organisateurs du coup, surtout. Et des gens qui sont en train de coordonner Karcher. Et c'est ça, le point de rencontre entre l'impeachment et Karcher, c'est ça. C'est criminaliser la gauche, et ce n'est pas seulement les PT, c'est toute la gauche au Brésil. C'est perpétuer dans les pouvoirs avec cette nivellation de tous les pouvoirs, réorienter la politique extérieure brésilienne anti-BRICS, pro-US surtout. L'Europe, ils ne pensent même pas. Ce n'est pas important. Si on est allié avec les États-Unis, l'Europe vient avec. Et c'est pourquoi j'ai déjà écrit plusieurs fois sur ça en termes de guerre hybride. C'est un nouvel mécanisme de guerre hybride, développé bien sûr à Washington. Ils ont appliqué guerre hybride contre la Russie, contre la Chine, en Syrie. Ils ont passé de révolution colorée à responsabilité de protéger R2P en Libye, tout ça. Et au Brésil, ils ont développé un système encore plus développé. Et j'ai parlé de ça avec des académiciens à São Paulo. Ils m'ont dit qu'ils vont déjà commencer à étudier. C'est ce qui se passe au Brésil, comme la forme plus développée de guerre hybride déjà inventée, que c'est une espèce de coup en lenteur, à long terme, soft, pas hard, pas militaire du tout, pas d'intervention, avec justement une manipulation médiatique monstre, manipulation politique, manipulation financière aussi, et tout ça aligné avec le système judiciaire d'un pays. Ça, c'est très, très sophistiqué, bien sûr. Et le Brésil, c'est la cobaye numéro 1 de ce nouveau expériment. Merci pour vos éclairages sur le Brésil. En France, on connaît aussi un mouvement de contestation du pouvoir qui s'appelle la Nuit debout. Vous habitez à Paris par intermittence, si j'ai bien compris. Oui. Donc, qu'est-ce que ce mouvement vous inspire? Bon, écoute, c'est la version française de Occupy Wall Street que j'ai accompagné de très près à New York. J'ai visité Nuit debout et je me sentais un peu comme si j'étais à Zuccotti Park à New York, mais en français, pas en anglais. Horizontalité, bien sûr, des discussions, comment ils ont divisé la place et tout ça. Mais ça au début. Maintenant, c'est après les derniers affrontements. Et ça, c'est dégueulasse parce qu'ils ont perdu la musique le soir. Ils ont perdu... il n'a pas vraiment une occupation de la place. Et ça, la police, la préfecture, ils ne vont jamais permettre ça à Paris, à mon avis. Ça veut dire qu'ils ont besoin de trouver un autre endroit, je dirais. Et du point de vue conceptuel, OK, c'est très bien l'horizontalité au début, prise de conscience, discussion, OK, mais ils ont besoin d'une organisation politique. C'est pas horizontal. Vous pouvez vous organiser horizontalement avec une petite pyramide aussi à côté et arriver à ce qui, par exemple, les 15M à Madrid a généré Podemos. Et Podemos est arrivé pratiquement au gouvernement, auprès du gouvernement. La seule solution en France, ça serait une équivalence. Un Nuit debout, disons, national en France, toutes les grandes villes françaises, mais avec un contenu conceptuel d'organisation politique qu'il n'y a pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est une espèce de meeting anarchique très... ça peut être, wonderful. C'est la meilleure manière de le... pour les esprits, bien sûr, mais du point de vue de pratique, il ne va pas aboutir à quoi que ce soit s'il continue comme ça. Beaucoup de potentiel, mais du mal à le réaliser, quoi. Oui, exactement. C'est la méthode. Et écoute, nous sommes dans les pays du discours de la méthode. Alors, il le faut, vite. Merci beaucoup, Pépi. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Excusez-moi pour mon français de taxi driver de Kaboul, mais ben voilà. Il est bien meilleur. Votre français est bien meilleur que mon portugais. T'as pas besoin de parler portugais, au moins que si tu vas au Brésil pour faire des campagnes contre l'impeachment.